Et si la véritable crise du Venezuela servait de miroir à l'Afrique? Imaginez un pays acculé, sanctions répétées, ciel interdit, menaces militaires affichées. Ce n'est pas un scénario de cinéma, mais la réalité du Venezuela aujourd'hui, un pays dont l'histoire récente résonne comme un écho douloureux pour de nombreuses nations africaines. Pour comprendre l'ampleur de cette crise, il faut revenir sur les faits. Le Venezuela, autrefois l'un des pays les plus prospères d'Amérique latine, s'est retrouvé en quelques années dans une spirale de difficultés sans précédent. Non seulement ses ressources pétrolières ont attiré toutes les convoitises, mais il a aussi été confronté à une série de sanctions économiques et de pressions diplomatiques orchestrées principalement par des puissances occidentales. On pourrait croire à une simple affaire de pétrole. Pourtant, l'enjeu dépasse de loin les barils et les oléoducs. Il s'agit d'un signal adressé à tout le Sud global. Quiconque ose défendre sa souveraineté devient une cible. Dans les années 80, l'Iran avait déjà fait les frais de ce type de pression, avec un embargo pétrolier qui a bouleversé son économie. Plus récemment, la Russie a aussi été confrontée à des sanctions massives, suite à des choix politiques jugés inacceptables par l'Occident. Le Venezuela subit des méthodes d'étranglement que beaucoup de nations africaines connaissent déjà. Sanctions économiques, isolement diplomatique, pression militaire et campagnes médiatiques acharnées. Rien n'est laissé au hasard. Le message est limpide. Toute velléité d'indépendance ou de contrôle des ressources sera combattue par ceux qui veulent garder leur emprise. On se souvient du cas du Zimbabwe, dont l'économie a été asphyxiée dans les années 2000 à la suite de réformes agraires jugées trop audacieuses, ou encore de l'Irak, frappé par un embargo qui a duré plus de 10 ans, provoquant une crise humanitaire majeure. Observez bien, ces tactiques, l'Afrique les a déjà vécues. En Libye, en République démocratique du Congo, au Niger, même recette, désorganisation économique, intervention déguisée en aide, pression internationale. Aujourd'hui, le Venezuela n'est pas un cas isolé, mais la répétition d'un vieux scénario qui menace de s'abattre à nouveau sur l'Afrique, sous d'autres prétextes. L'histoire de la Côte d'Ivoire, après la crise post-électorale de 2010, illustre aussi comment les sanctions économiques et l'isolement international peuvent déstabiliser un pays tout entier. Fermer les yeux sur cet avertissement serait une erreur fatale. À chaque crise ignorée, le Sud global offre aux puissances extérieures une nouvelle occasion d'imposer leurs choix, d'affaiblir ses peuples et de briser ses rêves d'autonomie. En 2003, lorsque la France et ses alliés ont décidé d'intervenir en Côte d'Ivoire, le pays a vécu une rupture profonde qu'il n'a pas encore totalement surmontée. La question n'est donc plus de savoir si ce qui frappe le Venezuela peut arriver en Afrique, mais comment l'Afrique peut s'en prémunir et éviter de tomber dans le même piège. Regardons de plus près ce piège en décortiquant ses mécanismes et ses conséquences. Mais comment cette mécanique d'étranglement s'est-elle mise en place au Venezuela ? Pour comprendre l'avertissement, il faut d'abord décrypter le piège. L'histoire du Venezuela, depuis la révolution bolivarienne menée par Hugo Chavez à la fin des années 90, illustre comment un État peut rapidement se retrouver isolé pour avoir osé défier l'ordre établi. Ce qui secoue aujourd'hui le Venezuela n'est pas un événement isolé, l'Afrique a déjà traversé ce champ de mines. Prenons l'exemple du Congo dans les années 60, où l'indépendance fraîchement acquise a été immédiatement contestée par des interventions étrangères, menant à l'assassinat de Patrice Lumumba et à l'installation d'un régime plus docile. Derrière les gros titres et les débats télévisés, une même mécanique de pression se répète. Sanctions économiques, quarantaine diplomatique, manipulation des récits dans les médias internationaux, ce trio a fait ses preuves pour étrangler un pays et briser ses ambitions. Aujourd'hui, le Venezuela est la cible, mais ce manuel a été rodé pendant des décennies sur le continent africain. En Angola, dans les années 70, la guerre civile attisée par les superpuissances a provoqué des millions de morts et des décennies de chaos. Rien n'est dû au hasard. Le Venezuela n'est pas seulement un point sur la carte, c'est un carrefour stratégique entre l'Amérique latine et les Caraïbes, là où les ambitions convergent depuis plus de 50 ans. Sa richesse en pétrole, loin d'être une bénédiction, le désigne comme cible prioritaire. D'ailleurs, le but n'a jamais été uniquement le pétrole. Il s'agit d'empêcher toute nation du Sud global d'imposer une véritable indépendance et de sécuriser les routes de l'influence régionale. L'Afrique, elle, connaît déjà cette musique. Au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest, chaque fois qu'un peuple ose réclamer la maîtrise de ses richesses, la pression s'intensifie. En Libye, l'or noir a soudain attisé la discorde quand Tripoli a voulu s'émanciper. Au Congo, les minerais n'ont jamais été synonymes de prospérité.
Ils deviennent une malédiction dès que l'État tente de sortir du giron des puissances étrangères. Au Niger, au Sahel, l'uranium, l'or et même les terres fertiles se transforment en chaînes dès que l'émancipation menace l'ordre établi. En Angola, au Mozambique ou au Soudan, la manne pétrolière ou minière a souvent été la cause de conflits interminables, tant à cause de l'ingérence extérieure que des rivalités internes attisées par des intérêts étrangers. À chaque fois, le scénario se répète. Mettre à genoux ceux qui veulent écrire leur propre histoire. Sanctions asphyxiantes, isolement sur la scène internationale, campagne de diabolisation orchestrée à grande échelle. Les résistants sont d'emblée présentés comme des parias, des fauteurs de troubles, des dangers pour la stabilité mondiale. Pourtant, pour ceux qui dominent, la véritable menace, c'est le réveil de la souveraineté dans un pays du Sud global. Ignorer ces parallèles, c'est fermer les yeux sur l'histoire et renoncer à se défendre. C'est laisser la porte ouverte à la répétition du même cauchemar sans tirer les leçons des victoires ni des échecs passés. L'enjeu pour l'Afrique est limpide. Préserver sa souveraineté, protéger ses ressources, refuser que d'autres écrivent à sa place le prochain chapitre. Cela implique de se souvenir des luttes de Thomas Sankara au Burkina Faso ou de Kwame Nkrumah au Ghana qui ont tous deux payé le prix fort pour avoir voulu transformer leur pays et rompre avec la dépendance. Mais pourquoi chaque fois qu'une nation du Sud global tente de s'affirmer, la riposte devient-elle aussi brutale et systématique ? Pour répondre à cette question, il faut examiner les intérêts géopolitiques qui se cachent derrière les discours officiels. Pour comprendre cette logique implacable, il faut remonter à la source. Qui orchestre ces pressions et dans quel but réel ? Derrière les discours officiels, un jeu bien plus vaste se dessine. À chaque fois, des institutions internationales entrent en scène. Le Fonds monétaire international, la Banque mondiale ou encore le Conseil de sécurité des Nations unies, qui brandissent la menace de sanctions dès qu'un État s'écarte de la ligne tracée par les grandes puissances. Le pétrole n'est qu'un prétexte. La vraie bataille se joue autour du pouvoir de décider l'avenir du Sud global. Il ne s'agit pas d'un simple conflit pour quelques barils, mais d'une lutte féroce pour l'influence, le droit de choisir sa voie et la maîtrise de ses propres décisions. Toute nation qui ose résister et s'écarter du cercle occidental devient immédiatement suspecte. Chaque alliance hors de la sphère dominante déclenche une méfiance sans bornes. On l'a vu avec la Chine, dont l'expansion en Afrique suscite autant d'espoir que de crainte, ou encore avec la Russie, qui tente de gagner du terrain sur le continent. Observez le schéma. D'abord, on frappe au portefeuille. Sanctions, blocage bancaire, exclusion des marchés mondiaux. L'économie ploie, la population souffre, l'État vacille. Ensuite, c'est le tour de l'isolement diplomatique. On marginalise le pays, on l'accuse de tous les maux, on pousse ses partenaires à tourner le dos. Lorsque la cible est à genoux, l'intervention s'habille des habits de l'humanitaire ou de la sauvegarde démocratique. En 2011, la Libye a subi ce scénario. D'abord un embargo, puis une intervention militaire sous couvert de protéger les civils, qui a fini par plonger le pays dans le chaos. Derrière ces justifications, l'objectif demeure inchangé. Verrouiller des corridors stratégiques, imposer la mainmise et, surtout, décider qui pourra écrire le futur. Le Venezuela n'est pas une exception. L'histoire de l'Afrique regorge d'exemples tragiques où ce jeu a coûté des générations. Libye, Congo, Niger. À chaque tentative de s'affranchir, la réponse fut brutale, parfois sanglante. Au Tchad, les interventions étrangères ont souvent été justifiées par la lutte contre le terrorisme, mais les enjeux énergétiques n'étaient jamais loin. Si l'Afrique ne prend pas conscience de cette mécanique, elle verra encore son avenir confisqué, ses ressources détournées et sa souveraineté dissoute dans des décisions étrangères. Comprendre la situation du Venezuela, c'est saisir une chance unique de briser la répétition d'un cycle destructeur. Pourtant, il existe des failles, des signes de résistance. Face à la tempête, le Venezuela tente d'ouvrir une brèche, de tracer sa route. Que pouvons-nous tirer de son expérience et quelle perspective cette lutte offre-t-elle à un Sud global en quête d'unité et de souveraineté ? Mais la résistance ne suffit pas. Comprendre comment elle s'organise et ce qu'elle coûte est essentiel pour mieux s'armer. Explorer la trajectoire du Venezuela, c'est anticiper les défis et les stratégies nécessaires pour l'Afrique. Le Venezuela, malgré l'asphyxie économique, a cherché des solutions alternatives. Développement de coopération avec la Chine et la Russie. Création de monnaies parallèles pour contourner le dollar, recours à la crypto-monnaie et politique de troc avec ses alliés. Ces initiatives, bien que limitées par la pression internationale, montrent qu'il existe des marges de manœuvre. De même, Cuba a survécu à plusieurs décennies d'embargo en se tournant vers la diversification agricole, la médecine et l'éducation.
devenant un symbole de résilience. L'avenir de l'Afrique s'écrit maintenant sous le regard du monde à la lumière de l'exemple vénézuélien. Ce qui se joue à Caracas dépasse les frontières. C'est un signal d'alerte pour toute nation qui voudrait défendre sa souveraineté face aux ambitions extérieures. L'histoire n'attend pas. Elle frappe où les failles s'ouvrent, là où la préparation fait défaut. Les grandes puissances n'accordent jamais de répit. Elles observent, patientent, puis agissent au moment où la fragilité d'un pays éclate. Il suffit d'une crise politique, d'un choc économique ou d'une division interne pour que s'abattent sanctions, manipulations et pressions multiformes. L'exemple de la Côte d'Ivoire, de la Centrafrique, du Mali montre que ces crises surgissent souvent là où la cohésion nationale a été affaiblie par des années de dépendance. Ce constat impose une urgence. La souveraineté ne se proclame pas, elle se construit jour après jour. Elle exige des institutions robustes, capables de résister aux tempêtes et aux tentatives de fragmentation. Une économie diversifiée, tournée vers plusieurs partenaires et secteurs, demeure la meilleure protection contre le chantage extérieur. Mais l'indépendance véritable exige plus encore la maîtrise de l'information, le développement d'outils d'analyse propres, la capacité de lire et d'anticiper les stratégies étrangères. Sans cette autonomie de pensée, le risque de manipulation et de désinformation grandit, et avec lui, la menace d'une crise imposée de l'extérieur. Au Rwanda, après le génocide, la reconstruction a mis l'accent sur la souveraineté de l'information, la valorisation des médias locaux et la formation d'une élite capable d'orienter le pays selon ses propres intérêts. Rester spectateur, c'est accepter d'être le personnage secondaire d'un récit écrit par d'autres. L'inaction aujourd'hui prépare le terrain à la répétition des mêmes tragédies: perte des ressources, dépendance accrue, effacement progressif de la souveraineté, appauvrissement. La Somalie, après l'effondrement de l'État, est devenue le théâtre d'ingérences multiples qui ont empêché toute reconstruction durable. Pourtant, une autre voie existe: l'union des pays africains, la coordination de leurs stratégies économiques et technologiques, la solidarité face aux défis partagés, voilà le socle d'un avenir maîtrisé. Mutualiser les forces, défendre collectivement les intérêts du continent, c'est transformer les menaces en opportunités. L'Union africaine, créée au début des années 2000, a permis de coordonner des réponses communes, notamment face à la crise d'Ebola ou aux menaces terroristes. Chaque crise dans le sud global, chaque attaque contre une nation comme le Venezuela est un avertissement adressé à l'Afrique. L'histoire ne se répète que si l'on refuse d'en tirer les leçons. Préparer l'avenir, c'est choisir d'agir et non de subir. Mais l'histoire ne se limite pas à des avertissements, elle exige des choix ici et maintenant. Comment, concrètement, l'Afrique peut-elle traduire ces leçons en actes ? La souveraineté ne se décrète pas, elle se bâtit patiemment, jour après jour. C'est un engagement vivant, qui va bien au-delà des mots ou des grands discours. Chaque nation doit faire le choix de ce combat quotidien, sans jamais baisser la garde. Commençons par l'économie. Face aux sanctions, nos matières premières seules ne suffisent plus. Il faut construire des chaînes de valeur locales, multiplier nos sources de revenus et investir massivement dans l'innovation africaine. Plus nos économies deviennent résilientes, moins elles craignent les tempêtes financières, commerciales ou politiques venues de l'extérieur. Le Maroc a ainsi investi dans l'industrie automobile, l'aéronautique et les énergies renouvelables, s'assurant une place sur des marchés mondiaux au-delà du simple exportateur de phosphate. L'Éthiopie, en misant sur le développement du textile, a attiré des investisseurs asiatiques et diversifié ses exportations. Un autre pilier essentiel, la création de réseaux d'intelligence africaine. Relier nos universités, nos centres de recherche, nos entrepreneurs, permet de mutualiser les savoirs, anticiper les crises et inventer nos propres réponses. Sans souveraineté intellectuelle, la souveraineté politique et économique reste un mirage. Le Sénégal, avec le projet Smart Sénégal, a lancé des pôles d'innovation en partenariat avec les universités, encourageant la recherche appliquée locale. Mais l'isolement serait une erreur. Nos divisions internes ont trop souvent servi d'armes aux puissances étrangères qui exploitent nos différences pour mieux nous affaiblir. Travailler ensemble, dans la sécurité, l'énergie, l'agriculture, la technologie, c'est forger une solidarité continentale, non comme une exception mais comme une règle. L'exemple du programme de développement des infrastructures en Afrique, porté par le NEPAD, montre que des avancées sont possibles quand les États s'unissent autour d'intérêts communs. Il faut aussi apprendre à distinguer dépendance et partenariat. Ouvrir nos frontières ne doit jamais signifier abandonner notre autonomie. Un vrai partenariat repose sur l'égalité, l'intérêt partagé, le respect mutuel. Accepter la difficulté d'un parcours indépendant, c'est le prix à payer pour ne pas subir demain les décisions d'autrui.
Le Rwanda, en diversifiant ses partenaires, Chine, Inde, Turquie, a su préserver sa marge de manœuvre, tout en profitant d'investissements étrangers. Gardons en mémoire les erreurs commises ailleurs, notamment au Venezuela. Intégrer la vigilance dans l'éducation, la politique et la stratégie est devenu vital. Enseigner l'histoire récente, sensibiliser aux dangers de la manipulation extérieure, former des dirigeants capables de voir loin. Voilà la meilleure défense contre la répétition des drames passés. En Afrique du Sud, le processus de réconciliation nationale s'est appuyé sur une mémoire historique forte pour éviter de retomber dans les divisions du passé. Car si nous négligeons ces leçons, l'histoire vénézuélienne pourrait se rejouer ici. Le scénario est connu: fragilité économique, isolement politique, puis intervention étrangère sous couvert d'aide humanitaire. La Syrie, la Libye, l'Irak ont tous connu cette succession d'événements menant à des décennies d'instabilité. La seule issue est claire: la souveraineté est un processus vivant qui demande vigilance, courage collectif et capacité d'apprendre des luttes des autres pour éviter nos propres pièges. La question demeure: voulons-nous écrire notre histoire ou la laisser réécrire par d'autres? Le Venezuela n'est pas un cas isolé, il s'inscrit dans une stratégie globale de domination. Comprendre ce mécanisme, c'est anticiper les prochaines menaces qui guettent le continent africain. L'Afrique se trouve à la croisée des chemins, subir encore ou prendre en main son destin. Regardons la vérité en face. Ce qui se joue aujourd'hui au Venezuela n'est pas un simple épisode lointain. C'est un miroir tendu à notre continent, un avertissement dont l'écho pourrait demain résonner chez nous plus fort qu'on ne l'imagine. Sanctions, ultimatums, manœuvres militaires, tout ce que l'on observe en Amérique latine, l'Afrique l'a déjà connu, sous d'autres formes. Si nous refusons d'apprendre des stratégies qui se répètent, nous verrons l'histoire repasser les mêmes scènes, cette fois sur notre sol. L'enjeu dépasse la simple défense des ressources naturelles. Il s'agit de préserver notre droit fondamental à choisir, à écrire notre propre scénario, sans laisser d'autres puissances décider à notre place. Ne pas tirer les leçons du Venezuela, c'est accepter le risque d'une Afrique dépossédée, fragilisée, enfermée dans une dépendance sans fin. L'avenir du continent ne se joue pas seulement dans de grandes conférences ou des discours officiels. Il dépend de la vigilance de chacun, de notre capacité à reconnaître les mécanismes de domination, à questionner les récits imposés, à résister ensemble pour défendre notre souveraineté. En 2020, la pandémie de Covid a révélé la nécessité d'une production locale de médicaments, poussant de nombreux pays africains à lancer des usines de vaccins, refusant la dépendance totale à l'étranger. Si l'Afrique ne se prépare pas, elle sera condamnée à répéter les erreurs du passé. Le Venezuela n'est pas une exception, mais un signal d'alarme pour toute nation du Sud global qui ose s'affirmer. L'inaction d'aujourd'hui mettrait en péril l'autonomie de nos enfants, leur avenir, le contrôle de leur vie. Le monde observe, les puissances avancent leurs pions. L'histoire ne se raconte plus au loin. Elle s'écrit ici, maintenant, par nos choix. La responsabilité ne pèse plus seulement sur les dirigeants, mais sur chaque citoyen lucide. Face à ce défi, la vraie question n'est plus de savoir si l'Afrique sera la prochaine cible, mais si elle saura apprendre, s'unir, innover et imposer ses propres règles. Ce que nous ferons aujourd'hui scellera le sort de millions de vies demain. L'Afrique a le choix, subir encore, ou enfin s'asseoir à la table où se décide le destin du Sud global. L'heure est venue d'ouvrir les yeux, de prendre notre part et d'agir pour que nul ne puisse plus jamais écrire notre histoire à notre place.